Voilà, nous sommes nous sommes ici pour la dernière séance. Je vais essayer de brosser, comme énoncé hier, la partie un peu de l'hydrogène vert. On va aller très rapidement. Il y a beaucoup de choses à faire. Euh, je crois que c'était la question d'Eric ou bien de Dramé qui avait demandé de revenir un peu sur l'hydrogène vert. Je n'ai pas voulu aborder l'hydrogène vert parce que c'est une source assez immature. La technologie pose encore beaucoup de questions. Combien ça suscite beaucoup d'intérêt? Généralement, les nouvelles sources d'énergie activent beaucoup les scientifiques. Les nouvelles sources d'énergie excitent aussi beaucoup les scientifiques. Quand ça arrive, on ne se pose pas beaucoup de questions. On essaye de beaucoup directement se tourner vers cette source-là. Et l'hydrogène vert, je pense que euh, c'est, c'est un peu, ou bien l'hydrogène vert a subi aussi cette même tendance-là. Euh, Dernièrement, vu que la technologie n'est pas très mature, je vois beaucoup d'entreprises qui s'étaient engagées à produire de l'hydrogène vert commencer à se poser maintenant des questions, à vouloir se retirer petit à petit parce que si une technologie n'est pas mature, s'engager dessus, c'est pas très évident. L'hydrogène vert, globalement, pour le principe de production, c'est qu'il faut utiliser de l'électrolyse. L'électrolyse, ça veut dire un courant électrique pour séparer. Quand on dit électrolyse, le lyse, c'est comme couper, pour couper la molécule d'eau. La molécule d'eau, c'est du H2O, dont euh, on va séparer l'hydrogène, le dihydrogène de l'oxygène. Et pour séparer ces liaisons-là, vu que c'est une liaison stable, ça demande une grande énergie. Et ça demande une grande énergie. Du coup, on dit que produire de l'hydrogène, il faut faire de l'électrolyse. Et il faut construire des machines pour ce faire-là. Comme vous voyez dans le schéma, c'est une énergie renouvelable produite à partir de l'électricité et faudrait-il encore que l'électricité qui permet de séparer ou bien de diviser cette molécule d'eau-là soit encore verte parce que si cette électricité n'est pas verte, on ne serait pas vraiment dans un cycle fermé. Euh, voilà. De l'électrolyse pour séparer la molécule d'eau et c'est de l'hydrogène, c'est du dihydrogène qui est utilisé comme carburant. Ce dihydrogène est bien évidemment vert parce que l'eau ne génère pas de CO2 ou l'eau ne pollue pas, simplement. Et les avantages directs, comme j'ai dit, ça ne pollue pas, donc pas de dégagement de CO2, bien que la vapeur d'eau peut être à certains moments considérée comme des gaz de particules à effet de serre en excès, mais pour le moment, non, ça ne pollue pas. Et c'est utilisé pour le stockage. Voilà ce qui a suscité beaucoup d'intérêt parce que vu qu'on utilise du courant électrique et si on produit, par exemple, dans une centrale en excès, si on produit de l'énergie en excès, vu qu'on doit utiliser ce courant électrique-là pour, vu qu'on doit chercher un moyen de stockage, comme l'a énoncé Madame Faiza hier, les scientifiques ont pensé qu'il serait assez judicieux d'utiliser le surplus d'énergie venant des énergies renouvelables pour carrément, en attendant, produire du dihydrogène et stocker en attendant d'énergie. C'est ça c'est ça ce qui a beaucoup suscité l'intérêt des scientifiques. Ça veut dire pouvoir stocker le surplus d'énergie, des énergies renouvelables dans de l'hydrogène vert. L'hydrogène vert est liquide, donc on peut stocker ça. On peut stocker dans des réservoirs de stockage et garder ça pour longtemps. C'est ça aussi l'intérêt de l'hydrogène vert. Ça veut dire qu'il peut être déplaçable, stockable et ainsi de suite. Donc, son avantage, c'est qu'on peut l'utiliser pour le stockage d'énergie, pour reproduire de l'énergie et pour décarboner. Comme matière première, je disais que c'est un carburant parce que le dihydrogène, c'est un carburant. Et parce que l'eau est une source abondante, on peut toujours en avoir.
Il y a, même la planète Terre euh, est occupée de, pratique, de plus de 70% d'eau. Donc, il y a une grande abondance en termes de matières premières. Mais le problème qui empêche actuellement les investisseurs, c'est bien évidemment les coûts, parce que c'est pas évident. C'est une énergie qui se produit à partir d'une énergie électrique, par exemple. Et si le coût de cette énergie, déjà les coûts des énergies renouvelables est encore élevé, on va voir ça tout de suite, est légèrement encore élevé. S'il faut utiliser cette source et recréer une autre, et recréer un autre procédé pour transformer ça, ça fait que le coût est quand même assez élevé. Et puis, les rendements ne suivent pas forcément. On dit qu'on est entre 30 et 40%. Les infrastructures ne sont pas très matures, manque de réseaux de transport même et de distribution. Le stockage est encore complexe. On parle de molécules très petites, fuite possible, et comme j'ai dit, la maturité de la technologie. Bien que si on fait une analyse LCA, euh, si on fait une analyse LCA, on trouve quand même que utiliser de l'hydrogène vert dans le transport serait, selon les études, hein, les études technico-économiques, utiliser l'hydrogène vert à la fois dans le transport, dans l'industrie, pour le stockage d'énergie et dans la chimie, parce que quand vous voyez très bien, pourquoi dans la chimie? Parce que l'ammoniac ou bien de l'engrais, du Na3, c'est ça, Na3, du NH2 ou NH3. Le H, on peut encore utiliser ça de l'hydrogène vert parce que si on a de l'azote et de l'hydrogène, on peut former une molécule d'ammoniac. Et l'ammoniac, ça peut devenir, par exemple, de l'engrais ou ainsi de suite, du carburant synthétique. Donc, selon les analyses technico-économiques que nous avons, euh, les voies dans lesquelles on peut utiliser du dihydrogène de façon optimale, c'est dans le transport lourd, les navires ou les trains, dans l'industrie, la cimenterie, la sidérurgie, et pour le stockage de l'énergie dans le réseau hydraulique et un peu pour la chimie aussi. Voilà globalement ce que je veux que nous retenions sur l'hydrogène vert, technologie non mature. Le process, c'est simplement faire de la lyse de l'eau, ça veut dire couper la molécule d'eau en dihydrogène et en oxygène. L'oxygène sera évaporé dans l'air parce que l'air est composé d'oxygène, de 21% d'oxygène, donc on peut faire évaporer ça simplement. Euh, L'hydrogène, on conserve ça pour faire tourner les moteurs. Et tant que les coûts, on voit déjà que comme toutes les autres technologies, et plus le temps passe, plus les scientifiques maîtrisent cette technologie-là, donc le coût est en train de baisser. On attend que ces coûts-là soient favorables et pour que l'hydrogène vert devienne aussi compétitif. Voilà pour cette partie-là, ce qu'il faut retenir globalement sur l'hydrogène vert. Nous allons passer à la transition énergétique, la seconde partie, parce que j'aimerais quand même qu'avant de continuer, que vous puissiez contribuer un peu avec moi. Je me suis posé la question, ou bien je me pose la question, comment est-ce qu'on peut produire 100 kWh. Là, on a déjà vu toutes les technologies de production d'énergie, les renouvelables avec tout, solaire, éolienne, hydraulique, hydrogène, voilà, vous pouvez le voir. Il y a beaucoup d'autres encore. Piézoélectrique, il y a encore beaucoup d'autres. On ne peut pas tout détailler. Euh, la biomasse aussi, on a parlé de ça. Mais comment est-ce qu'on peut produire de 1000 kWh sans construire une centrale, que ce soit d'hydrogène, que ce soit du solaire, que ce soit de l'éolienne, biomasse? Comment on peut faire ça? Quelqu'un peut m'énoncer quelques idées qui lui passent rapidement dans la tête, s'il vous plaît? Comment produire de l'énergie sans construire une centrale énergétique? Vous pouvez lever la main ou prendre la parole simplement. Oui, Dan.
D'accord, merci. Alors, comment peut-on produire 100 kWh sans construire des centrales de plus? Alors, la solution la plus simple est celle d'interconnecter les centrales existantes. Donc, une fois que l'on sera sûr qu'il y a quand même une certaine stabilité avec les centrales existantes, on peut voir comment les interconnecter pour atteindre cette énergie. Mais il faudra juste se rassurer que ces centrales sont en mesure de fournir quand même assez d'énergie lorsqu'elles seront interconnectées pour ne pas pénaliser l'alimentation principale. OK. Interconnecter les centrales existantes. En les interconnectant, on trouve un surplus, c'est ça. C'est comme A plus B au carré avec un plus 2AB à la fin. C'est ça, je n'ai pas bien compris. Mais bon, mais bon, je comprends un peu l'idée. Quelqu'un d'autre a une approche? Oui, Sébastien. Bonjour. Bonjour. Moi, ça me fait penser à l'efficacité énergétique, peut-être la réduction des pertes dans le réseau de transmission, par exemple. Très bien. Merci beaucoup. Je crois que Sébastien a vu juste. Oui, Ibrahim. Voilà, Ibrahim. bonjour, merci. Ouais. Moi, je pense il faut du stockage d'énergie et aussi Stockage, une gestion aussi intelligente. Et ce qu'il gestion. vient de dire aussi, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire utiliser des équipements, Oui. des machines, des appareils plus économes, quoi. OK. Merci, c'est clair, vous avez compris ce qu'il faut faire simplement. Euh, Eric, c'est Eric qui avait pris, c'est Dan, oui, Dan qui avait pris la parole premièrement. Je ne pense pas en mixant les centrales existantes, si on a une centrale de, de 1 mégawatt plus une centrale de 1 mégawatt, on aura une centrale de 2 mégawatts. Je ne pense pas qu'on va avoir des surplus d'énergie, simplement. Du coup, comme l'a dit Sébastien et Dramé, je pense qu'il y a un accent sur ton nom, et désolé si je l'écorche, Dramé. Oui, tout à fait, c'est dramé. D'accord, Dramé. Euh, L'idée, c'est en réduisant la consommation énergétique, réduire la consommation énergétique, on produit virtuellement une certaine quantité d'énergie. En récupérant les pertes d'énergie aussi, on peut produire. On ne produit pas vraiment, c'est pourquoi le terme virtuellement a été utilisé. Euh, l'énergie qui n'est pas consommée est une énergie produite. Ça, c'est une jolie phrase que je trouve quand même intéressante parce que à chaque fois que nous devrions consommer, on doit se dire que le kilowattheure que je n'ai pas consommé, c'est un kilowattheure produit pour une consommation ultérieure. Vous voyez. Donc, soit on fait de l'économie d'énergie, ça veut dire utiliser strictement ce qu'on a besoin pour un service et tout ce qu'on n'a pas besoin, on garde ça pour une autre utilisation. Ou bien récupérer l'énergie perdue. Je vais prendre un exemple euh, très basique. Un exemple très, très basique. Par exemple, les tuyaux d'échappement. Oui, les tuyaux d'échappement des moteurs. On utilise de l'énergie chimique, de l'essence, par exemple, pour faire tourner le moteur et ça peut faire chauffer par exemple, les tuyaux d'échappement. Et on peut mettre en place un système où on met un fluide caloporteur au contact de la cheminée, là, au contact de la cheminée, vu que la fumée sort avec une certaine température et on met un fluide caloporteur pour couvrir la cheminée, de telle sorte que l'eau puisse récupérer directement l'énergie sur la cheminée en acier ou bien en fer, là.
Comme ça, on n'aura pas nécessairement besoin de chauffer une autre quantité d'énergie. Là, on dira qu'on est en train de récupérer de l'énergie qui, d'emblée, devrait être perdue. Perdue entre guillemets, hein. On a dit que l'énergie ne se perd pas. C'était la deuxième loi de la c'était la deuxième loi de la thermodynamique, la première loi de la thermodynamique. L'énergie se conserve, mais la partie utilisable. Revenons toujours un peu derrière pour bien avancer. Et voilà, comme soit on fait de l'économie, soit on récupère de l'énergie perdue. Je vais prendre un exemple simple. On a dit comment produire 1000 watts, 1000 kilowattheures. On a nos ampoules incandescentes, hein, 100 watts, qui sont, voilà, on a les ampoules là qui sont là. Et on décide simplement de les changer par des ampoules LED. Les ampoules LED, ce sont les ampoules qui consomment moins. Donc, notre service, c'est quoi? Ce qu'on veut avoir, c'est la lumière. J'ai dit, OK, je veux avoir la lumière et j'ai deux choix. Des ampoules qui me donnent la lumière, mais qui consomment 100 watts. C'est généralement les ampoules du Maroc, les ampoules moins chères à 5 dirhams. C'est moins cher, mais ça consomme 100 watts. Ça a une puissance de 100 watts simplement. Ça consomme beaucoup d'énergie. Et j'ai l'autre choix, c'est de choisir l'ampoule de 9 watts qui, de ce côté, c'est 5 dirhams. 5 dirhams, c'est approximativement 300 francs CFA pour ceux qui sont dans la zone franc, dans la zone CFA. 300 francs CFA, tu décides d'acheter une ampoule ou bien d'acheter une ampoule de 9 watts qui peut être à 1200 ou à 1300. Mais l'économie sera grande parce que en une année, si on prend la différence entre 100 watts moins 9, tu te retrouves à économiser 91 watts économisés. Et pas en une année, juste en un temps, si on prend en unité de temps, parce que c'est une puissance. Et l'utilisation annuelle, on se retrouve, bon, si notre ampoule doit s'allumer 5 heures de temps par jour, on multiplie seulement 91 économisés là, par 5 jours, 5 heures par jour, fois 365, et puis on reprend 91 watts fois le nombre d'heures de l'année. On se retrouve en train de changer simplement cette ampoule. Il suffit de changer cette ampoule de 7 watts pour qu'en une année, on ait produit virtuellement 1163 kWh par an. C'est ça un peu l'idée de l'efficacité énergétique. C'est pourquoi on ne va pas raisonner maintenant, vu qu'on dit que c'est une énergie virtuellement produite, l'unité de l'efficacité énergétique là, c'est le négawatt. On dira le négawatt, une énergie, c'est la négation de la production. Donc, c'est le négawatt. Je répète encore, la source d'énergie la plus propre du monde, c'est celle qu'on n'a pas consommée. L'énergie en soi, comme on l'a déjà montré, l'énergie dans le vent n'a pas d'utilité. C'est quand on transforme l'énergie que l'énergie a de l'utilité. Mais après transformation de l'énergie, quel est le service que nous voulons faire avec cette source d'énergie-là? C'est là où on voit la vraie utilité de l'énergie. Et décider de l'orienter de la bonne façon, c'est pouvoir utiliser sainement l'énergie, c'est pouvoir produire une autre source d'énergie qui n'est pas nécessairement produite, qui ne demande pas beaucoup d'efforts, juste un changement de comportement, une vision beaucoup plus ingénieure de la chose et non une vision fonctionnelle, ça veut dire une vision des modes. Voilà. J'aime la couleur rouge ou j'aime la couleur telle, et puis tu décides de faire des choix qui ne sont pas très logiques. L'énergie n'a pas de valeur, ou bien l'énergie n'a de valeur que par sa transformation en service utile. Il faut qu'à chaque fois que nous décidons de consommer de l'énergie, que ce soit de l'énergie électrique, que ce soit de la chaleur, que ce soit pour nos mouvements, je vais revenir pour le cas du mouvement,
Que ce soit pour la production d'un travail industriel, il faut toujours se poser la question, pour quel service utile je veux consommer ça et est-ce qu'il y a un moyen beaucoup plus efficace pour pouvoir produire une énergie sans construire une centrale électrique. Et voilà. Parce qu'on a dit que la transition énergétique, j'ai repris la définition de Faiza au début. On a dit que la transition énergétique désigne l'ensemble des transformations structurelles qui se produisent dans la production d'énergie. La transition énergétique, c'est à la fois la production de l'énergie, ça veut dire pouvoir changer des énergies fossiles vers les énergies renouvelables. Ça, on agit dans la production. C'est ce qu'on a vu jusqu'ici, la production d'énergie dans le solaire, dans l'éolien. Et ça, quand on voit très bien, ça ne représente que 50% à peine du mix énergétique. Quand on prend, par exemple, le programme de la transition énergétique du Maroc, la partie de la production d'énergie, installer les énergies renouvelables, installer le PV, par exemple, des choses comme ça représente juste 50% à peine. 50% à peine. La plus grande partie, les 50 autres pourcents, c'est de l'efficacité énergétique. Ça veut dire un pays, dans son mix, dit que je vais faire tout pour avoir au moins 50% des énergies qui n'ont pas été consommées ou bien qui a été bien orientée, simplement, qui a été consommée par des machines performantes. Voilà. Parce que l'efficacité énergétique, à elle seule, prend la plus grande partie. 50% à elle seule, contre 50% de l'éolien, du solaire, de l'hydraulique, ça fait beaucoup. Donc, c'est un axe quand même qu'on doit prendre ça au sérieux. Voilà, je disais que avant d'agir, il faut se poser les bonnes questions. J'aime dire les questions d'ingénieur. Ça veut dire quel service je dois rendre, qu'est-ce que je dois faire, quel est le service, parce que il faut se détacher de la mode, et plutôt s'orienter vers la fonction de ce qu'on veut faire. Moi, je veux éclairer une chambre, je dois chercher des ampoules pour ces services-là, pas plus. Pour le service, si j'ai une solution qui permet déjà de faire le service demandé, je ne dois pas chercher la mode ou bien pour faire paraître, parce que généralement, l'ingénieur, ça pose des questions. Quelle tâche je dois accomplir ou bien que dois-je accomplir? Quel outil consomme le plus ou bien quel outil consomme le moins d'énergie, parce que je dois choisir l'outil qui consomme le moins d'énergie, et comment je peux réduire les pertes d'énergie. Vérifier les performances de chaque solution, alors que celui qui suit la mode, celui qui suit le prestige, qui ne va pas nécessairement dans le sens de l'économie d'énergie, c'est-à-dire qu'est-ce qui se fait dans la vie, qu'est-ce qui se fait dans mon environnement, qu'est-ce que les gens ont besoin, qu'est-ce que les gens consomment, quelle image ça doit donner. Moi, je décide d'utiliser un iPhone alors que je ne suis pas nécessairement photographe. Moi, je veux un téléphone pour appeler. Le service, c'est appeler, mais je prends un téléphone de haute gamme que je ne connais même pas les fonctionnalités. Il y a des choses que ce téléphone peut faire, je ne sais pas. Et ça nous crée des problèmes simplement. On accepte de payer une facture élevée pour un service, pour quelque chose qui ne nous rend pas forcément le service demandé. Donc, l'efficacité énergétique, c'est se poser des bonnes questions. C'est savoir minimiser les coûts, alors que raisonner en termes de mode, suivre la mode, c'est du gaspillage énergétique pour la plupart. Et les cas pratiques sont là. Je décide de faire de l'éclairage, comme j'ai déjà présenté là-bas. Je choisis simplement l'ampoule de 10 watts et puis j'économise une grande partie d'énergie. Pour le transport aussi, au lieu de chercher des voitures ou bien au lieu que dans une famille, chacun ait sa voiture,
On décide d'avoir une famille, on décide d'avoir une voiture qui a, si on est 5, on décide d'avoir une voiture de 5 places et qui va nous conduire là. Si nous allons dans la même direction, ça nous conduit euh, vers la même direction et puis on est tranquille, on économise de l'énergie. Je connais des familles qui ont 5 voitures, et ils vont même dans la même direction, mais ils décident quand même d'avoir 5 voitures. Et chaque voiture doit avoir au moins 5 litres d'essence. Donc, par jour, le bilan carbone par personne, ça s'explose simplement. Et même économiquement, ça coûte cher. On est dans un système maintenant où le réservoir que nous avons des énergies est limité. Et ce n'est pas parce que tu as de l'argent que tu dois consommer plus. Ce n'est pas parce que tu peux consommer que tu dois consommer. Parce que l'énergie ne t'appartient pas à toi seulement. Ce n'est pas comme de l'argent où parce que tu as, bon, je dépense, non. Vous avez vu l'urgence, on a énoncé l'urgence de la capacité énergétique qui nous reste, surtout du fossile, et la difficulté de production aussi des énergies renouvelables, dont on ne peut pas se permettre de tolérer le comportement de certaines personnes. Moi, je pense que on doit arriver à un niveau où si quelqu'un consomme de l'énergie de façon illogique, on doit le trouver comme comment je vais dire, un villageois, on doit taxer. Oh, comment tu réagis comme un illettré, en fait? Parce que nous sommes informés, on voit des personnes qui font des choix illogiques, qui font des choix suivant la mode, on doit les taxer plutôt des personnes chez nous, simplement. Parce que ce n'est pas nécessaire. Voilà. Poser des bonnes questions, faire de bons choix. Et voilà, j'ai déjà dit ça, que l'énergie non consommée, on va les appeler des négawatts. Négawatts, en référence de l'énergie, de la négation de la production. Ça veut dire on n'a pas besoin de produire plus pour gagner en énergie. Choisir des LED, ça nous fait gagner de l'énergie, ça nous fait gagner un certain pourcentage qui nous permet d'avancer beaucoup plus rapidement. Juste des ampoules de 15 watts et on a produit 95 mégawatts simplement. J'aime bien le terme mégawatt, ça sort un peu de l'ordinaire, donc prenez ça comme ça. Et l'efficacité énergétique, ça s'oriente dans beaucoup de secteurs. Là, on est en train de parler de l'ampoule, on est en train de parler, non. Dans l'industrie, on a des solutions adaptées à l'industrie, on a des solutions adaptées au bâtiment, on a des solutions adaptées au transport. Par exemple, pour le bâtiment, décider d'isoler sa maison, ça veut dire rendre sa maison pratiquement adiabatique, pouvoir isoler pour que le coefficient de transfert soit le plus bas possible. Ça fait que si on est en Afrique et qu'on a refroidi notre maison, il suffit d'utiliser des climatiseurs en 1 heure de temps. Tu refroidis ta maison et tu fermes les portes et la maison conserve la fraîcheur. La maison conserve le froid parce que les déperditions par les murs ont été bien traitées. Parce que les déperditions par les murs ont été bien traitées. Et là, on résout on résout beaucoup de problèmes. Par exemple, la consommation pour le chauffage, pour une maison non isolée, pour le chauffage seulement, pour une maison non isolée, on peut aller à 250 kWh par mètre carré par an. Alors qu'une maison bien isolée, on sera seulement à 15 kWh par mètre carré par an. Vous voyez que économiquement, on peut économiser pratiquement 2350 parce que le coût annuel en termes d'argent pour 100 mètres carrés ici, c'est 2500 €, par exemple. Alors que pour une maison isolée, le coût annuel de production d'énergie revient simplement à 150 €. Vous voyez? Parce que si c'est pour le chauffage, tu vas simplement allumer ton chauffage pendant 1 heure de temps et tu éteins. Tu n'as plus besoin de consommer, tu éteins. La maison conserve la charge énergétique. La maison conserve la température parce que la maison est devenue comme un thermostat simplement. Comme une thermos. Je pense que les filles, ça dit beaucoup de choses. On a créé la thermos parce qu'on ne veut pas chauffer à chaque fois de l'eau.
On ne veut pas perdre de l'énergie dans le chauffage. On chauffe une fois et on conserve dans les thermos. Nos maisons, à nous aussi, doivent tendre vers ce système-là. Ça veut dire, pour nos maisons en Afrique, pour nous en Afrique, on a besoin beaucoup plus du froid parce qu'il fait chaud. Du coup, il faut aussi isoler les maisons pour que nous mettons un système de climatisation avec des pompes à chaleur, ainsi de suite. Des pompes à chaleur aussi qui ont un coefficient de performance très bien. On consomme moins, mais on garde ce qu'on a déjà produit. On utilise au maximum ce qu'on a déjà produit. Voilà. L'économie réalisée par l'isolation, ça fait 94% d'énergie, dont 2350, comme j'ai dit, d'économie. Ça veut dire 15 fois moins de CO2 aussi produit. Moins tu produis de l'énergie, moins tu produis de l'énergie, moins tu pollues l'environnement avec le CO2. Ça va de soi, automatiquement. Et ça, c'est l'exemple dans le domaine du bâtiment. En France ou bien en Europe, ils ont très bien compris ça. Toutes les maisons sont en rénovation. On est en train de traiter thermiquement les maisons. On est en train de construire avec des matériaux durables. Voilà. Parce que plus tu vas dépenser sur la construction, ça peut coûter un peu cher, mais il y a un bon retour sur l'investissement. Et d'ailleurs, c'est la solution la plus adaptée actuellement. Et ça peut choquer les garçons parce que comment choisir entre une Ferrari et puis une voiture plus, par exemple, simple, là, une simple voiture? Comment choisir, comment décider de laisser la beauté de la voiture, la Ferrari en rouge, et choisir une petite voiture? Parce qu'il faut faire un choix d'ingénieur. Il faut faire un choix de priorité. Qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux montrer que je peux, ou bien est-ce que énergétiquement, c'est une solution envisageable? La Ferrari,